Est-ce que vous connaissez l'Equasi? Cette drogue très présente au Royaume-Uni et un peu en France. C'est une drogue qui agit en provoquant une libération d'adrénaline et d'endorphine et qui est utilisée par des millions de personnes dans le monde. Elle peut provoquer des lésions cérébrales irréversibles et 10 personnes en moyenne en meurent chaque année au Royaume-Uni, y compris de jeunes enfants et des adolescents. Et beaucoup plus encore se blessent à cause de cette drogue. Il est estimé qu'un problème grave se produit toutes les 350 fois où elle est utilisée et que ces problèmes sont imprévisibles, bien que plus probables chez les utilisateurs expérimentés qui prennent plus de risques avec. Elle est également responsable de plus de 100 accidents de la route par an au Royaume-Uni, souvent mortels. L'Equasi conduit même à des rassemblements souvent associés à des groupes ayant un comportement violent. Les images qui vont suivre en témoignent. Tu me mets la voiture en photo, je te chope. Là, on est menacé par un groupe de chasseurs sur un cheval et qui nous poussent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un cheval qui est en galère et ils n'ont pas envie qu'on le voit. Là, il y en a un autre qui arrive au galop. Attention derrière. Vous arrêtez ça. Donc, en fait, tout ça est assez amusant et symptomatique du fait que ces gens pratiquent une activité dont ils ont honte et dont ils ne veulent pas qu'on montre les images. Bon, en fait, on parle pas d'un psychotrope, hein. L'Equasi, c'est un concept sarcastique inventé par David Nutt pour soulever l'absurdité de la législation britannique en vigueur. Il a donc publié un papier qui traite du syndrome d'addiction équin, ou Equasi en anglais. En gros, il parle de l'équitation et ce qui s'y rapporte, hein, comme la chasse à courre. Et puisque le fait d'utiliser les chiffres et statistiques liés au danger des drogues est important dans tout argumentaire pour ou contre, David Nutt a publié un papier avec de vrais chiffres et données cliniques liées à l'équitation en présentant d'abord tout ça sous le nom d'Equasi. David Nutt nous dit alors dans son papier de 2009 que la plupart des gens seront surpris que l'équitation soit une activité si dangereuse. Les données sont assez effrayantes. Des gens meurent, sont blessés à vie après une chute, subissent des fractures au cou et à la colonne vertébrale qui causent des dommages irréversibles. Bien que moins visible, une blessure à la tête est 4 fois plus fréquente et est la cause de décès la plus courante. Aux États-Unis, environ 11 500 cas de blessures traumatiques à la tête par an sont dus à l'équitation. Et nous pouvons supposer un nombre équivalent de cas au Royaume-Uni. Des changements de personnalité, des fonctions moteurs réduites et même une manifestation précoce de la maladie de Parkinson sont les conséquences reconnues. Et particulièrement dans les cabinets de campagne où l'équitation est très pratiquée. Dans certains comtés ruraux, il est estimé que l'équitation est responsable de plus de blessures à la tête que les accidents de la route. Les chiffres liés à l'équitation en France sont très opaques et difficiles d'accès. Mais des blogs spécialisés et a priori favorables à la pratique de l'équitation nous partagent des données intéressantes. Plusieurs enquêtes montreraient que les accidents d'équitation représentent environ 4% des accidents de sport, soit 6 000 personnes par an, et 7 décès annuels en moyenne. Les accidents d'équitation seraient parmi les plus graves avec 30% de fractures et 20% d'hospitalisation. Cependant, aucune source exploitable n'est partagée dans ces blogs. Ces chiffres sont donc à considérer avec précaution. Un autre biais important est celui que les accidents de la vie courante recensés ne le sont que dans certains centres hospitaliers, partenaires de l'EPAC, et que les décès sont surtout recensés à partir des médias qui en font état. Et c'est sans doute en partie pour ça que le bulletin épidémiologique de Santé publique France de 2015 conclut que les conséquences de l'équitation sont sous-estimées. Les chiffres sont donc bien réels et assez parlants, et rapportés à d'autres substances comme la MDMA, la logique prohibitionniste et répressive voudrait qu'on interdise sur le champ l'équitation. Au moment où David Nutt publie ces données, un problème grave survient toutes les 350 fois où quelqu'un monte à cheval, contre 1 pour 10 000 prises de MDMA. Mais interdire l'équitation parce qu'il y a quelques accidents chaque année, ça paraît absurde, non? On est a priori toutes et tous d'accord pour garantir le droit à n'importe qui de monter à cheval. Je pense ne rien affirmer de trop clivant ici. Mais donc, pourquoi on perçoit les risques liés à la MDMA, qui sont a priori plus faibles que ceux de l'équitation, comme plus effrayants et inquiétants au point de l'interdire et de prévoir des peines de prison et des amendes pour ceux qui en vendent ou même ceux qui en consomment? Qu'est-ce qui fait qu'un risque lié à une pratique sportive serait plus acceptable qu'un risque lié à la consommation d'une drogue récréative? Vous allez très probablement être exposé à l'usage de substances au cours de votre vie, comme le tabac, l'alcool ou encore le cannabis. Elles ne sont pas sans conséquences. Alors oui, vos amis peuvent trouver ça cool de boire un verre, vous pouvez vous sentir nul de ne pas essayer de fumer un joint, mais vous aurez toujours raison de ne pas essayer, même juste pour une fois. On vous fera peut-être miroiter des effets de bien-être, vous aurez peut-être le sentiment d'appartenir à un groupe, de mieux vous intégrer, mais pour cela, vous pouvez aussi opter pour des moyens beaucoup plus sains, comme la pratique d'un sport, qui vous permettra de la cohésion, de vous sentir bien physiquement, mais surtout plus durablement. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous sensibiliser, pour vous tenir à l'écart des consommations de drogue. Parfois, il peut être facile d'être influencé par son entourage. N'hésitez pas à vous affirmer et à dire non. Le sport m'a donné la force de caractère de dire non. Ça m'a permis de prendre conscience qu'un corps, on n'en avait qu'un, il est précieux et c'est le vôtre. Le sport m'a permis de m'épanouir en tant que personne et en tant que femme. Trouvez le sport qui vous fera vibrer. Bon, faire du sport, c'est très bien, hein, mais présenter ça comme un truc fondamentalement mieux que les drogues, sans mentionner une fois l'addiction au sport et les risques liés à la pratique, c'est vachement fragile et ça manque d'objectivité.
D'autant plus qu'on a aujourd'hui la possibilité de comparer un peu les choses et de constater d'abord que chaque drogue doit être évaluée séparément des autres. Pareil pour le sport d'ailleurs. Et justement, de nombreux sports sont loin d'être sans danger, mais on accepte le risque et cela ne suscite aucun débat public particulier. Un chiffre ce matin dans Esprit Sport, 121, c'est le nombre de jeunes qui seraient décédés en pratiquant le judo au Japon entre 1983 et 2016. Le judo en japonais signifie la voie douce. On utilise la puissance de l'adversaire. Mais visiblement, certaines méthodes d'entraînement sont tout sauf douces, à tel point qu'une association japonaise des victimes d'accidents de judo s'est créée. Elle a alerté déjà en 2011 et elle dénonçait une culture militaire dans les écoles, des châtiments corporels, des professeurs, des coups de pied, des coups de poing tolérés. C'est elle qui donne le nombre de 121 décès signalés, soit presque 4 enfants par an. Mais heureusement, en France, on fait plus attention. Et la Fédération française de judo améliore chaque année la prévention des blessures et modifie ses règles pour limiter au maximum la gravité des accidents. On est d'ailleurs passé de 1,4 blessures pour 1000 judokas de 93 à 2002 à 0,6 pour 1000 judokas de 2003 à 2013. Ce qui laisse penser que l'évolution des règles et l'évaluation des blessures et des raisons de leur survenue a permis de diviser par 2 les blessures. C'est un exemple intéressant de réduction des risques. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'essayer le judo, n'hésitez surtout pas. C'est une discipline avec des valeurs vraiment super et ça maintient en forme. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser suite au message de ces athlètes, il y a aussi une pression sociale à pratiquer du sport, si ce n'est plus que pour la consommation de drogue. Justement parce que le sport profite d'une image extrêmement positive contrairement aux psychotropes et que ne pas en faire attire de nombreuses critiques. Santé publique France a montré en 2018 que 810 décès avaient eu lieu suite à une pratique sportive, dont 303 étaient liés à une pratique de sport de montagne. L'étude publiée par Santé publique France pour les années 2017-2018 nous indique qu'environ 400 personnes seraient décédées suite à une activité sportive sur chacune de ces années. Les auteurs de l'étude précisent cependant que ces chiffres ne tiennent pas compte des morts subites des sportifs, caractérisées par des crises cardiaques qui représentent 1000 décès chaque année. Nous avons donc en France environ 1400 personnes qui décèdent chaque année suite à la pratique d'un sport. Doit-on pour autant interdire les sports de montagne et même les sports aquatiques ? Évidemment que non. Pour autant, le deux poids deux mesures paraît particulièrement injustifié et seule une position uniquement morale semble imposer cette vision des choses. Faire du sport, ce serait forcément mieux que consommer un psychotrope. Et on n'aurait rien à redire à ça ? Si vous étiez prêt à militer contre l'équasie puis que vous vous êtes ravisé en voyant qu'il s'agissait d'équitation, alors vous touchez du doigt l'élément central qui dicte vos pensées vis-à-vis des drogues, à savoir une posture morale et émotionnelle. Et si on suivait la logique prohibitionniste et répressive jusqu'au bout, qui est basée sur une vision réactionnaire et moralisatrice, on réfléchirait sérieusement à limiter l'accès à de nombreux sports, voire à les interdire purement et simplement, avec comme seul prétexte de protéger les gens d'eux-mêmes. Mais dans cette vidéo, on ne va pas aller plus loin pour parler de la prohibition actuelle, on va surtout se concentrer sur comment on perçoit les risques liés aux drogues, à leurs dangers, et comment on peut rationaliser tout ça. Comment on fait pour savoir si une drogue est vraiment dangereuse et à quel point elle peut l'être? Comment trouver ces informations dans un monde où les paniques morales forgent des politiques publiques et où les scientifiques, quelle que soit leur discipline, ne sont que peu ou pas écoutés? En 2007 est publiée une étude ayant pour objectif d'évaluer les conséquences sanitaires de nombreuses drogues circulant au Royaume-Uni. L'idée derrière était de pouvoir ensuite proposer une politique publique adaptée et basée sur des faits, et non pas sur des croyances et des peurs fabriquées par les médias et les discours politiques réactionnaires. On y retrouve une classification sous forme de graphique qui permet de voir en un coup d'œil que la dangerosité associée à chaque drogue ne correspond pas vraiment à la classification légale en vigueur au Royaume-Uni. On y voit par exemple que le LSD est dans la classe jugée la plus dangereuse, mais l'étude la place plutôt bas sur l'échelle de dangerosité établie, tandis que l'alcool est sans classe, donc pleinement autorisé, et se trouve plutôt dans le haut du panier. Dans l'étude, on peut voir 9 critères établis par un groupe de 29 psychiatres disposant d'une expertise dans l'addiction, avec un score de 0 à 3, 0 étant un risque nul, 3 un risque extrême. Ensuite, un autre groupe avec une plus grande diversité d'experts s'est vu chargé de noter chaque drogue étudiée sur chacun des critères. Un travail long et difficile avec plusieurs réunions, mais qui a porté ses fruits, et a permis de croiser les expériences et le regard
regard d'experts en chimie, en pharmacologie, mais aussi celui de policiers, de magistrats. En plus de l'avis des experts, la littérature scientifique sur le sujet leur a été donnée pour compléter leurs connaissances sur les différentes drogues à classer dans cette étude. C'est une étude vraiment intéressante dans sa méthodologie, au-delà du résultat et du sujet abordé. Cette première étude, menée par David Nutt, a enclenché une série d'autres papiers dans plusieurs pays, qu'on appelle analyse décisionnelle multicritère. Elles permettent d'aborder des sujets complexes où il est important de considérer plusieurs objets avec des variables similaires qu'on peut comparer. C'est ce qui permet de mettre dans une même échelle de dangerosité autant de drogues différentes pour les comparer entre elles. Mais on peut aussi imaginer comparer des drogues avec d'autres pratiques à risque, afin d'avoir un sujet de réflexion intéressant. Mais pour l'instant, ça restera de la science-fiction, parce qu'aucun travail n'est mené dans ce sens. En gros, ces travaux scientifiques sont une manière très sérieuse de peser le pour et le contre, ce qui permet d'aider à prendre des décisions politiques qui auront un impact significatif sur les populations. Et on peut vraiment s'intéresser à tout sous le prisme de cette approche. On peut par exemple proposer des façons de légaliser un produit en particulier, dans un certain contexte à un moment donné. Et grâce à ce travail, une incohérence entre les décisions politiques et les données scientifiques a pu être rapidement mise au jour. L'étude prend bien en compte les dommages physiques et sociaux ainsi que la dépendance de chaque drogue pour créer cette échelle. Ce qui a forcément poussé à réfléchir à pourquoi la loi ne s'aligne pas sur des données objectives. Bien sûr, c'est une première étude et certaines choses sont discutables. Les avis d'experts sont importants mais restent des avis qui ne valent pas une méta-analyse pour attester de la dangerosité d'une drogue de manière claire et définitive. Si les experts volontaires pour ce travail sont pro ou anti-drogue, s'ils ont des opinions tranchées dans un sens ou dans l'autre, ou simplement s'ils manquent de compétences, d'expérience et de connaissances, cela impacte forcément le résultat de l'étude directement. Cependant, lorsqu'il s'agit d'établir des politiques publiques, il ne paraît pas absurde de nous appuyer sur des experts et de croiser un certain nombre de disciplines différentes avec les données scientifiques associées. Ce qui a été le cas ici, donc a priori c'est plutôt propre au niveau de la méthodologie. De plus, la politique publique actuelle de répression et de pénalisation des drogues n'est pas faite autrement qu'en prenant en compte les peurs subjectives, les anecdotes et les impressions des politiciens sur telle ou telle molécule. N'oublions pas non plus que cette politique prohibitionniste et réactionnaire repose en grande partie sur un racisme systémique encore largement actif. Et ce, depuis même avant que Nixon et Reagan ne lancent et relancent la War on Drugs et qu'on suive bêtement leur exemple. Encore aujourd'hui, ce sont bien les personnes issues de minorités qui en souffrent le plus. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Avec l'étude de David Nutt, on commence à objectiver le sujet et à définir les choses de manière plus méthodique et pragmatique. Et ce papier de 2007 marque le début des études MCDA, ou analyse décisionnelle multicritère, qui vont permettre de donner de réelles réponses basées sur les faits et les données scientifiques, pour qu'on puisse avoir une idée juste des dommages associés à chacune des drogues étudiées. David Nutt reconnaît lui-même dans son livre que son étude comporte des biais et qu'elle mérite d'être approfondie. David Nutt nous explique alors que une autre critique du papier de 2007 dans The Lancet était le fait qu'ils ont calculé le score final de dommages en donnant à chaque facteur le même poids, alors qu'en fait certains pouvaient être plus importants que d'autres. L'analyse décisionnelle multicritère, MCDA, est une technique souvent utilisée dans des situations où une décision doit prendre en compte différentes sortes d'informations et où il y a tellement de dimensions que les conclusions ne peuvent être aisément tirées d'une simple discussion. Le MCDA sépare un problème en plusieurs critères et ensuite compare ces critères les uns avec les autres pour apprécier leur importance relative. Ces critères peuvent inclure à la fois des mesures objectives et des jugements de valeur subjectifs et peuvent incorporer un élément d'incertitude. C'est vraiment grâce à cette première étude que la science a pu commencer à apporter des arguments concrets sur les risques et les dangers des drogues, ce qui permet de contrebalancer un discours vide et réactionnaire du côté des pouvoirs publics des différents pays qui ont comme posture une répression de l'usage de psychotropes. David Nutt a donc impulsé une autre manière d'observer les phénomènes liés aux drogues, en favorisant une politique basée sur les preuves. Après cette étude, de nombreuses autres ont été menées, notamment en 2010 où on peut voir une évolution de l'échelle, plaçant le LSD ou même l'ecstasy encore plus bas dans le classement, alors que l'alcool passe en tête et de loin, notamment dans les dommages qu'il provoque à la société dans son ensemble. Les critères s'affinent et le poids de chacun de ces critères est redéfini pour mieux prendre en compte les points de vue des experts sur les dommages causés par chaque drogue. L'étude se complexifie alors et de fait rend mieux compte de la réalité. On voit donc mieux que simplement regarder la substance ne suffit pas à en évaluer les dangers et les risques associés. Cette décomposition en critères permet énormément de choses, notamment savoir où il serait le plus urgent d'agir du point de vue de la santé publique par rapport à chacune des drogues. Ainsi, on constate au Royaume-Uni en 2010 que la criminalité associée à l'usage d'héroïne est un problème plus important que les blessures associées à son usage. Et cela donne des pistes de prévention et d'intervention. La criminalité liée à l'héroïne étant surtout due à une grande précarité des consommateurs concernés, on sait alors qu'il est préférable de favoriser des programmes médico-sociaux de réinsertion plutôt que bêtement punir les personnes pour leur usage. Ça donne des pistes de recherche, comme l'accès aux soins rendu difficile par le stigma porté par les personnes, notamment injectrices. Et surtout, on commence à avoir des indicateurs concrets sur les phénomènes liés aux psychotropes. C'est un outil très pratique et qui permet d'orienter plus efficacement les politiques publiques, de mieux identifier les vrais sujets à traiter, et aussi de relever les erreurs et les mensonges publiquement portés dans les gouvernements ou sur les plateaux télé. Didic est très enthousiaste quand il accède à ce genre d'études, et a raison.
Mais comme le rappelle David Nutt dans son livre, aucun modèle n'est parfait. Et il ne faut jamais oublier les biais inhérents à ce type de recherche, qu'ils proviennent de la méthodologie ou tout simplement du paysage politique dans lequel on baigne. Je vous lis un extrait pour préciser un peu les choses. D'abord, nous avons mesuré uniquement les dommages causés par les drogues, quand en fait elles ont aussi des bénéfices. Au moins initialement, autrement personne ne voudrait les consommer. Mesurer les bénéfices est déjà une partie établie de l'argument pour garder l'alcool et le tabac légal, puisque les emplois qu'ils permettent et les taxes qu'on en tire permettent de compenser leurs coûts. Du moins en partie. Un modèle plus nuancé pourrait essayer de penser aux coûts comme aux bénéfices. Et théoriquement, cela serait très facile avec le MCDA, bien que cela puisse être politiquement compliqué. Deuxièmement, une grande partie des dommages causés par les drogues viennent de leur disponibilité et de leur statut légal. Donc idéalement, un modèle devrait être capable de distinguer entre les dommages directement liés à la drogue et les dommages liés au contrôle légal d'une drogue. Une large partie du risque d'overdose pour les consommateurs d'héroïne, par exemple, est reliée au fait qu'ils ne peuvent avoir accès à un produit pur et régulier. Troisièmement, la plupart des consommateurs sont des polyconsommateurs et notre étude a considéré seulement l'impact des substances en elles-mêmes. Certaines drogues sont plus dangereuses en mélange, par exemple alcool et GHB ou alcool et héroïne. Et nous avons besoin de plus de recherches sur la manière dont elles interagissent. Enfin, les consommateurs sont loin d'être un groupe homogène. Il y a des schémas très différents d'usage qui peuvent avoir des profils très différents de dommages. Un modèle futur pourrait être capable de distinguer entre les différents moyens de consommation, entre les usages sous prescription et sans prescription, entre personnes addictes et non addictes. Depuis 2010, de nombreuses études sur le modèle MCDA ont été menées dans plusieurs pays et, a priori, on retrouve des tendances partout où les études sont faites. L'alcool est toujours dans le top des drogues dangereuses, les psychédéliques toujours dans les moins dangereuses, et en ce qui concerne les stimulants, cela varie en fonction du contexte de consommation dans la société. Mais la méthamphétamine et le crack semblent avoir une nocivité globalement élevée partout où on les retrouve. Maintenant que ça s'est dit, il faut garder en tête qu'il existe des nuances et des subtilités en fonction des drogues, dont la dangerosité est déterminée par tellement de facteurs différents qui se recoupent comme la prohibition, la pureté des produits et bien d'autres choses, qu'il serait trop simpliste de juste observer le classement et de penser qu'il est figé pour l'éternité. Il est donc important de penser en termes d'interaction entre une drogue, la personne qui la consomme et le contexte dans lequel elle consomme. Et malheureusement, on ne peut que constater qu'à aucun moment les bénéfices liés à la consommation ne sont pris en compte dans le score de chacun des psychotropes. Comme le disait David Nutt, c'est compliqué politiquement d'admettre que l'usage de drogue est avant tout une recherche de quelque chose de positif, comme la recherche de plaisir, d'aller bien ou d'aller mieux, ou simplement de s'amuser. Il y a aujourd'hui un consensus scientifique largement partagé sur la manière de considérer la dangerosité des drogues. On sait les classer, ces classements sont relativement identiques à travers les pays, et les données scientifiques relatives à l'action des drogues étudiées, croisées avec le regard des experts en la matière, ne laissent plus vraiment de doute sur le fait que la législation actuelle dans la plupart des pays est un non-sens. Seulement, le souci est que cette objectivation contredit énormément le discours politique et médiatique au sujet des drogues. Ce qui a notamment valu à David Nutt, à l'origine de la première étude MCDA de 2007, d'être viré de son poste de conseiller au gouvernement britannique, après avoir démontré que le LSD et la MDMA étaient des drogues moins dangereuses que l'alcool. On voit donc là que la science ne suffit pas pour changer la société et l'améliorer. Elle doit aussi être soutenue par un discours politique qui doit accepter d'être contredit lorsque c'est nécessaire. Et si le gouvernement s'autorise à rejeter purement et simplement une réalité scientifique au sujet des drogues, il est légitime de se poser des questions sur sa capacité à prendre des décisions pour le bien commun et sur les intentions réelles derrière ce type de décision en opposition avec la méthode scientifique. En France, on peut compter sur l'Observatoire français des drogues et tendances addictives pour avoir tous les ans une étude chiffrée des conséquences socio-sanitaires des drogues les plus consommées. On peut constater que la réalité sanitaire s'aligne assez bien sur les données scientifiques que l'on peut tirer des études citées précédemment. Et quand on voit le coût social des drogues, on voit que toutes les drogues hors tabac et alcool n'arrivent pas au dixième des dégâts causés par ces deux drogues légales, même en les regroupant absolument toutes. Et si on regarde du côté de l'alcool, c'est un produit qui a tellement de poids en termes économiques et culturels qu'il est aujourd'hui très difficile de le présenter pour ce qu'il est vraiment, à savoir une drogue avec des conséquences sanitaires importantes. Considérant cela, est-ce qu'il faut interdire l'alcool ? Je pense personnellement que non. Mais est-ce qu'il est logique qu'une drogue aussi nocive et lourde de conséquences pour la société et la santé publique soit autorisée, et pas le cannabis ou la MDMA ? La réponse est évidemment non. Bref, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la dangerosité établie des psychotropes classiques, on peut continuer en discutant de la perception que l'on a des risques associés à l'usage de drogue. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on peut trouver énormément de raisons de consommer. Et chaque raison pourrait être décortiquée en sous-raisons. Par exemple, améliorer les interactions sociales, ok, mais de quelle manière, dans quel contexte et dans quel but on veut améliorer ces interactions? Pour avoir des amis, être bien vu, se sentir moins seul ou simplement améliorer une expérience déjà positive? Quand on consomme, on ne se pose pas forcément la question des risques que l'on prend. On identifie surtout une fonction à la drogue, et c'est ce que Christian Müller appelle l'instrumentalisation des drogues. On a fait une liste des fonctions qu'une drogue peut avoir dans la vidéo précédente. Les drogues, ce sont des outils, et comme tous les outils, elles ont une utilité, une manière de s'en servir dans un certain contexte, et le risque lui-même n'est pas identique en fonction de tout ça. Il y a des voies d'administration plus risquées que d'autres, des dosages plus forts ou plus faibles, des mélanges plus ou moins risqués. Tout ça est complexe et ne peut être résumé simplement. Une question se pose alors.
comment on peut s'expliquer la perception qu'on a d'un risque? Pour y répondre, il faut d'abord s'interroger sur la différence entre risque et danger. Ces termes sont souvent amalgamés, alors je vais essayer de les séparer pour y donner un peu plus de sens. Un danger est un objet ou un contexte qui s'apprête à provoquer un dommage, comme une blessure ou plus grave encore. Par exemple, on considère que la nicotine consommée sous forme de tabac est particulièrement nocive, donc dangereuse pour la santé, du fait de sa toxicité, notamment liée à la combustion. Les dangers identifiés sont certains types de cancers et de maladies cardiovasculaires. Le risque, quant à lui, est la probabilité qu'un danger se concrétise et cause effectivement des dommages combinés à la gravité potentielle de ces dommages. Par exemple, consommer la nicotine sous forme de tabac avec les effets de la combustion augmente les risques de cancer et autres maladies liées au tabagisme. Vapoter permet de diminuer les risques de nombreux dangers liés à la nicotine et au tabac. En résumé, le danger est un dommage possible ou imminent, tandis que le risque est la probabilité de la gravité et de la survenue de ce danger. Pour prendre un exemple un peu simpliste, un couteau c'est dangereux parce que ça coupe et ça peut se planter. Mais ne pas courir avec, l'utiliser uniquement pour faire la cuisine et le ranger dans un tiroir quand on a terminé, c'est mettre au minimum les risques de se blesser avec et donc que le danger se concrétise. On peut donc surtout agir sur le risque pour mettre à distance le danger. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse ici et en général, c'est de faire la promotion de la réduction des risques. Mieux connaître les risques, c'est donc un premier facteur important de la diminution de ceux-ci. Certaines molécules et certains comportements sont plus dangereux que d'autres, mais ces dangers peuvent être évités, retardés ou diminués en réduisant les risques qui sont liés. Connaître les risques, c'est donc mieux s'adapter en trouvant des solutions et des moyens qui les réduisent efficacement. Si on garde l'exemple du tabac, on peut grandement améliorer la santé des personnes, repousser et même éviter certaines maladies en passant simplement à la vaporisation et en utilisant des liquides avec les normes qui conviennent. Ou encore, quelqu'un qui consomme de l'héroïne en injection pourra le faire d'une manière beaucoup plus sécurisée en ayant du matériel propre et stérile, un toit au-dessus de la tête, un produit pur et quelqu'un formé à l'administration de naloxone à côté en cas de pépin. Bon, et notre perception du risque alors? On a toutes et tous notre propre taux d'acceptabilité du risque. C'est en gros un calcul probabiliste qu'on fait plus ou moins consciemment dans notre tête. Souvent, il se fait sans même qu'on ait d'informations vraiment concrètes qui nous permettraient de le rationaliser. On va par exemple prendre en compte des éléments comme le témoignage d'un ami pour qui ça s'est bien ou mal passé dans un contexte similaire. On peut aussi, malgré nous, intégrer des rumeurs et des on-dit, des messages anti-ceci ou pro-cela, sans qu'on y ait appliqué un raisonnement critique avant. Mais il est aussi possible qu'on connaisse des données scientifiques sur l'action des drogues et qu'on les intègre dans notre calcul. Le raisonnement est en grande partie automatique et c'est pas si simple de passer en mode manuel. En plus, le mode manuel nous garantit pas à 100% qu'on prendra forcément la meilleure décision. Dans le bouquin de Kahneman, on peut lire: en général, une loi du moindre effort s'applique à l'effort, qu'il soit cognitif ou physique. Cette loi stipule que s'il y a plusieurs façons de parvenir à un même but, les gens finiront par suivre la moins fatigante. Dans l'économie de l'action, l'effort est un coût et l'acquisition des compétences est motivée par la balance des profits et coûts. La paresse est profondément inscrite dans notre nature. Cela explique pourquoi changer d'habitude est difficile, tout comme changer d'avis. Il n'est pas simple du tout de reconnaître que l'on puisse se tromper ou faire fausse route. Et mettre en place des stratégies pour modifier sa manière de réfléchir et de prendre des décisions est très complexe, nécessite du temps et demande parfois des changements radicaux dans notre mode de vie. Nos biais cognitifs et l'environnement qui les entretient sont de redoutables adversaires à une pensée critique orientée vers soi et vers le monde qui nous entoure. On va essayer d'imager un peu tout ça. Si on veut consommer de la MDMA en teuf et qu'on a un pote qui en a déjà pris et qui nous dit que c'est génial dans ce contexte, que pour lui c'était une super expérience, ça va nous influencer et même occulter d'autres informations importantes à prendre en compte. Peut-être qu'il n'a aucun souci de santé, mais que nous on est diabétique ou qu'on a un traitement à ne surtout pas mélanger. Peut-être qu'il était déjà bien expérimenté avec les drogues en général, et que nous c'est notre première expérience, etc., etc. Il y a des choses à vérifier auxquelles on ne pense pas, parce qu'il nous manque des infos. Ce type d'influence marche dans les deux sens, puisqu'un témoignage d'une expérience négative peut nous pousser à abandonner l'idée de consommer sans qu'on ait plus de détails que ça et d'éléments de comparaison pour prendre une décision plus mesurée. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se déroule. D'autres personnes vont vouloir rassembler plusieurs expériences négatives et positives, puis y ajouter des éléments théoriques sur le fonctionnement de la MDMA, et enfin se préparer à un contexte particulier pour décider si elles vont consommer ou pas. Passer le raisonnement en mode manuel est donc plutôt une bonne chose pour prendre de meilleures décisions, même s'il y aura toujours des marges d'erreur. Et pour y arriver, il est important de disposer d'informations objectives et claires. Il faut aussi penser au biais d'optimisme ou optimisme comparatif. C'est le fait de penser que les trucs relous n'arrivent qu'aux autres. On pense alors que les choses positives nous arrivent plus souvent à nous et les choses négatives moins souvent. On peut par exemple s'appuyer sur un papier qui traite de nouveaux produits de synthèse et de l'attitude des consommateurs vis-à-vis de ceux-ci. Il nous explique que, pour comprendre comment les gens réagissent aux risques liés au NPS, il est important d'étudier à la fois les approches rationnelles et non rationnelles des consommateurs.
Nous devons donc être attentifs aux biais cognitifs dans la perception du risque. Les études sur la perception des risques montrent que la perception du risque personnel est généralement inférieure à la perception du risque général. Ce biais, optimiste et égoïste, dans l'évaluation des risques, se retrouve souvent chez les personnes qui se sentent plus en contrôle de leur comportement à risque, malgré une connaissance limitée des risques ou des nouveaux risques. Les résultats de notre étude pourraient donc refléter les effets cognitifs du biais submentionné dans l'évaluation des risques. Il convient également de souligner le rôle des aspects environnementaux des risques liés à la consommation de drogue et le contexte dans lequel l'exposition à certains risques est volontaire. Les jugements sur les risques dépendent du contexte social d'une personne. Les dommages perçus dans un groupe de consommateurs de drogue sont réduits car le principe du « si tout le monde le fait, cela ne peut pas être dangereux » dissout la gravité perçue des risques volontaires associés à la consommation de NPS. Le contexte institutionnel et juridique de la formation de la conscience des risques est moins important. Une autre explication serait que la consommation fréquente de certains NPS peut affecter la familiarité perçue d'une substance et donc encourager une perception moindre des risques. Et plus on a d'expériences qui viennent confirmer ça, plus le biais se renforce. Pour garder l'exemple de la MDMA, si on a l'habitude de la mélanger avec de l'alcool et du cannabis à forte dose et qu'il ne nous arrive rien de mauvais, en tout cas selon nos propres critères, on aura du mal à imaginer que notre pratique est particulièrement risquée. Et tout message allant dans ce sens nous paraîtra bien alarmiste. Et même quand quelque chose nous arrive, il est toujours possible de minimiser ce qui est arrivé, en disant que c'est un événement isolé, que c'est pas si grave et que de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Le raisonnement qu'on a n'est pas toujours conscient et relève donc le plus souvent du réflexe. Et parfois nos réflexes sont bons, parfois ils sont tout moisis. L'idée de la réduction des risques, c'est justement de conscientiser nos comportements pour mieux les contrôler et mettre à l'écart ce qui nous est particulièrement nocif, tout en continuant à prendre du plaisir à consommer. En gros, la RDR cherche à nous faire passer en mode manuel et ce, de manière méthodique. L'efficacité de la réduction des risques en tant que telle n'est pas simple à évaluer. Mais si on prend les différents dispositifs existants, comme les salles de consommation ou l'analyse de drogue sous toutes ses formes, on peut alors définir des critères et voir les résultats. Et ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que ça marche plutôt bien. La réduction des risques, en tant que politique publique de santé, qui accepte l'usage des psychotropes et l'accompagne de manière pragmatique et humaniste, permet de sauver des vies, d'éviter des accidents et d'accompagner plus efficacement les personnes souffrant d'addiction. En France, l'INSERM a conclu que les salles de consommation de Paris et de Strasbourg avaient permis de nombreuses choses positives du point de vue de la santé publique, mais aussi pour la tranquillité du voisinage. De son côté, l'analyse de drogue permet aux personnes de faire plus attention au dosage et aux produits adultérés. En bref, on a toutes et tous une manière différente d'appréhender les risques, de les anticiper, puis de les prendre en considération dans nos décisions. On peut se dire que cela conditionne seulement si on consomme ou pas, mais ça peut aussi déterminer que l'on va consommer en dosant plus faiblement que fortement, en utilisant la paille plutôt que la seringue, et en s'entourant plutôt qu'en s'isolant. Il y a un monde infini de possibilités d'intégrer les risques dans nos calculs personnels qui définissent nos choix de vie, et ce, bien au-delà de la consommation de psychotropes. La balance bénéfice-risque de la consommation est donc fortement influencée par des biais cognitifs et des raisonnements sophistiques. Mais s'arrêter à ça, c'est mettre de côté les stratégies conscientes et rationnelles adoptées par énormément de personnes qui consomment des psychotropes. Et c'est pas sans raison que du coup j'ai commencé cette vidéo en parlant des preuves scientifiques sur la dangerosité réelle et les risques liés aux drogues. Associer la consommation de psychotropes à un comportement qui serait par nature irréfléchi et irresponsable est donc une grossière erreur. Tout le monde ne consomme pas sans savoir ce qu'il fait, et à en croire l'organisme des Nations Unies qui s'occupe d'étudier les tendances mondiales de la consommation, environ 10% des consommateurs et consommatrices à travers le monde auraient des problèmes liés à leur usage de drogue. On est bien loin du discours médiatique anti-drogue bête et méchant, et on a pas mal d'autres données scientifiques qui nous démontrent qu'on est loin d'un comportement qui est, en soi, parfaitement nocif et destructeur pour la santé. Le Lancet rajoute d'ailleurs un commentaire intéressant suite à ce chiffre de 10%. Le Lancet donne son opinion à travers un édito publié en décembre 2024 et déclare qu'il faut remplacer les politiques punitives autour de la drogue par des politiques de réduction des risques. Il l'avait déjà fait en 2016, mais c'est toujours bon de rappeler les bases, notamment celle-ci. La vulnérabilité à la consommation problématique de drogue est multifactorielle, mais elle est principalement déclenchée ou exacerbée par des expériences négatives vécues dans l'enfance, telles que la privation de nourriture ou l'exposition à la violence domestique, des expériences traumatisantes, telles que la perte de logement, et une prise en charge médicale inadéquate des problèmes de santé. Les personnes sujettes à la dépendance ont tendance à consommer des substances pour s'auto-médicamenter tout au long de leur vie, même à leur propre détriment. Sans un environnement favorable, la rechute est fréquente. C'est pourquoi nous avons besoin de vastes programmes axés sur la famille pour s'attaquer aux déterminants sociaux de la toxicomanie pendant l'enfance. Chez les adultes, la consommation de substances illicites peut également être une réponse à l'indignité d'un logement précaire ou à l'incarcération, à l'insécurité alimentaire et sanitaire,
sanitaire et au manque d'eau potable et d'installations sanitaires. Ce sont donc à ces facteurs qu'il faut d'abord s'attaquer pour atténuer la consommation problématique de drogue. En gros, quand l'usage devient problématique, il y a systématiquement derrière des explications biopsychosociales concrètes. Et il est vain de culpabiliser les consommateurs sur ces usages, encore plus de les criminaliser. On pourrait se demander comment fait l'écrasante majorité des personnes consommatrices pour ne pas subir d'addiction ou de problèmes de santé liés à leur consommation. Mais le plus étonnant devrait surtout être de constater la désinformation massive au sujet des drogues que les médias véhiculent depuis des décennies, si ce n'est des siècles. Ou, plus subtilement, ils partagent énormément de faits isolés pour faire croire à un problème global. Ils fabriquent ainsi un consentement général à ce que la liberté de consommer soit très restreinte. Et pour illustrer ça, une fois de plus, David Nunn nous partage une analyse difficile à contredire. Alors pourquoi les activités sportives dangereuses sont-elles autorisées quand des drogues relativement moins dangereuses ne le sont pas? Selon moi, cela reflète une approche sociétale qui ne pèse pas correctement les risques relatifs des drogues par rapport à leurs dangers réels. Une société qui échoue également à comprendre les motivations des consommateurs de drogue, particulièrement les jeunes, et comment ils perçoivent ces risques comparés à d'autres activités. Le grand public, surtout la jeune génération, est désillusionnée par le manque d'objectivité dans les débats politiques sur les drogues. Ce manque de débat rationnel peut miner la confiance accordée au gouvernement concernant son expertise sur l'usage abusif de drogue, et ainsi discréditer les messages du gouvernement dans les campagnes d'information publique. Les médias semblent en général avoir à cœur de relayer des rumeurs alarmistes sur les drogues illicites, à quelques exceptions près. Une analyse révélatrice regroupant 10 ans de couverture médiatique sur les morts dues aux drogues en Écosse illustre parfaitement leur perspective déformée. Au cours de cette décennie, la probabilité qu'un journal rapporte une mort par paracétamol a été de 1 tous les 250 décès. Pour le diazépam, 1 tous les 50 décès. À l'opposé, un décès sur 3 dû aux amphétamines a été rapporté et tous les décès par ecstasy ont été couverts. En France, on manque d'études sur ce genre de sujet. Mais le travail de Zoé Dubus, qui montre le traitement médiatique du LSD dans les années 60, est déjà un exemple flagrant de la manipulation médiatique qui a pu s'opérer, et des conséquences qu'elle a eues sur l'opinion publique et sur la législation. Encore aujourd'hui, on voit bien à quel point les drogues prennent une place considérable dans le débat public, notamment à travers une novlangue parlant de narco-ceci ou narco-cela, et prêtant aux drogues une essence maléfique qui corrompt tout sur son passage. Ils ont des stratégies bien rodées, en utilisant des coups de projecteur sur certains événements, en nous infligeant un biais de simple exposition, ou encore en ne donnant la parole qu'à certaines personnes et pas à d'autres. Et pour lutter contre la désinformation, il est important de s'armer d'un esprit critique. Et pour ce faire, c'est intéressant de commencer par cette information. Le plus gros des dégâts est concentré sur 2 drogues parfaitement légales, à savoir le tabac et l'alcool, qui font respectivement dans les 75 000 et 41 000 décès, avec des coûts sociaux de 156 et 102 milliards d'euros chaque année. À titre de comparaison, avec environ 12 millions de Français consommant des opioïdes sur prescription dans l'année, seulement 356 décès peuvent y être reliés d'après la dernière étude de Drame. Et si j'y ajoute des chiffres liés à la consommation d'héroïne qui s'élèvent à 121 décès, cela porte le chiffre total de 477 personnes décédées suite à une consommation d'opioïdes. On a là 2 ordres de grandeur totalement différents, et ce qui est fatal avec les opioïdes, ce n'est pas une toxicité intrinsèque à la molécule opioïde, mais un surdosage qui vient souvent d'une situation mal maîtrisée pour diverses raisons, sans parler des risques liés à l'injection ou au mélange de produits. Toutes ces informations peuvent être prises en compte dans notre taux d'acceptabilité du risque, puisqu'elles nous informent sérieusement sur les drogues les plus dangereuses et sur celles qui présentent un profil plus sûr. Mais elles permettent aussi de réfléchir à pourquoi on a un tel discours alarmiste en France sur les drogues en général. Il y a donc une stratégie rationnelle possible dès qu'il s'agit de consommer un psychotrope, ou simplement de réfléchir à leur sujet, en prenant en compte les expériences des personnes autour de nous ou sur Internet, en utilisant les papiers scientifiques qui en parlent, ou encore en adoptant des comportements de réduction des risques. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas résumer la consommation à une inconscience de la part des personnes qui consomment. Bien sûr, il existe des personnes qui ne s'informent pas particulièrement, mais d'autres le font, et au regard des chiffres, on peut même supposer que la majorité fait un minimum attention et adopte des réflexes basiques mais efficaces de réduction des risques. Pour conclure, les gens prennent le risque de consommer parce qu'ils y trouvent un intérêt qui dépasse les méfaits possibles. On parlera en détail de l'addiction dans une prochaine vidéo, puisque c'est un cas à part où la simple volonté n'est plus du tout une question, et ce bien au-delà du sujet des psychotropes. Mais pour revenir à la comparaison avec le sport, il me semble important de défendre absolument le droit à disposer de son corps. On laisse les gens se mettre en danger en faisant des sports automobiles, en faisant de l'escalade ou encore en sautant de falaises et d'avions, parce qu'on accepte collectivement que ces personnes puissent se blesser et qu'on devra les soigner et payer le coût des accidents. Ces personnes recherchent des sensations extrêmes, du plaisir ou encore un sentiment d'avoir accompli quelque chose, ce qui n'est en rien différent de nombreuses expérimentations avec les psychotropes. Mais une barrière morale a été érigée il y a longtemps, décrétant que les drogues sont une mauvaise chose pour la société et que le sport est une pratique en tout point recommandable. Rien ne justifie le 2 poids 2 mesures, je pense au contraire qu'il est important de défendre le droit aux personnes de consommer ce que bon leur semble.
sans mettre de côté l'éducation et la prévention. De la même manière qu'il est important que chacun et chacune puisse choisir son activité sportive et la pratiquer comme bon lui semble, même si ça veut dire mettre un hijab durant une compétition. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Il était question dans le livre sur la réduction des risques d'éducation au plaisir lié à la consommation de vin. En France, notre culture autour du vin est une vraie tradition ancrée dans les savoir-faire artisanaux et dans l'économie nationale et locale. Cela ne choque à peu près personne que l'on puisse vouloir éduquer les Français à apprécier le vin, à l'associer avec la nourriture ou à le déguster dans un bar. Pourtant, quand on regarde les effets de l'alcool et donc aussi sous la forme du vin, on a de nombreuses raisons de vouloir diminuer sa consommation dans la population, mais pas grand-chose n'est fait en ce sens. Le gouvernement a même déjà cédé face au lobby du vin pour annuler des campagnes de prévention qui auraient pu impacter négativement le chiffre d'affaires de toute la filière viticole. Et on revient aujourd'hui sur cette information révélée par la cellule investigation de Radio France cette semaine et qui depuis fait beaucoup réagir. Au printemps dernier, le ministère de la Santé a annulé 2 campagnes de prévention sur les risques liés à la consommation d'alcool et les associations ont dénoncé à cette occasion le poids, l'influence du lobby de la filière viticole. Ne laissez pas l'alcool vous mettre KO. Voilà les mots que nous aurions dû voir s'afficher sur nos écrans à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Une campagne claire sur les dangers de l'alcool. Elle ne verra jamais le jour, pas plus d'ailleurs qu'une autre série d'affiches aux messages similaires qui auraient dû être diffusées dès cet été. Ces 2 opérations avaient pourtant été spécifiquement commandées par le ministère de la Santé avant d'être subitement retoquées par celui qui était alors ministre de la Santé, François Braun. Son successeur Aurélien Rousseau est apparemment sur la même ligne. Il vient à son tour d'annuler la diffusion d'une campagne de prévention qui était destinée à toute la population. Pour moi, l'éducation au plaisir est en soi un sujet, et par extension l'éducation au plaisir liée à la consommation de psychotropes, que ce soit du vin, du LSD ou n'importe quoi d'autre. Et sous quelle forme ? Eh bien sous celle de la réduction des risques, de la prévention et de l'éducation au sens large. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir le projet Drugs, vous pouvez partager et vous abonner pour ne pas louper la suite. Merci à toutes les personnes qui soutiennent le projet. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.